Merci, Monsieur le maire. Voilà donc venu le temps du débat, celui portant sur les orientations budgétaires de la ville pour cette année 2019. Débattre est en l'occurrence un bien grand mot, puisque quoi que nous puissions en dire ou en penser, nous constatons non sans peine qu'au fil des ans, rien ne change dans le logiciel de votre majorité et que tout se détériore autour de nous. Emmanuel Macron aime tellement Marseille, son maire, qui le lui rend bien d'ailleurs, qu'il en plagie à travers ce qu'il a osé appeler le grand débat, la méthode démocratique. Cause toujours, je ferai de toute façon comme je l'ai décidé. Mais ne nous privons pas de faire connaître aux Marseillais qui suivent nos échanges ce qu'il en est de la réalité de la gestion de leur commune. Nous aurions aimé, Monsieur le maire, vous féliciter pour d'excellents résultats qui positionneraient Marseille dans la meilleure situation financière, économique, sociale et sécuritaire. Mais encore une fois, les faits sont têtus et encore une fois, nous ne pouvons que déplorer la réalité. Votre rapport commence d'abord par mettre en avant les notes A et A+, reçues des agences de notation controversées Standard & Poor's et Fitch Ratings. Afin que personne ne s'enflamme, rappelons que ces agences sont soupçonnées, et ce publiquement depuis des années, de conflits d'intérêts et d'impartialité, puisqu'elles sont tout simplement rémunérées par les clients qu'elles notent. Il suffira de lire cette phrase de leur rapport pour s'en convaincre. La flexibilité fiscale de Marseille est limitée du fait de taux déjà supérieurs aux moyennes nationales et d'une proportion inférieure de ménages taxables. Fitch fait cependant confiance à l'administration de la ville pour prendre les mesures appropriées. Confiance, quelle audace, pour ne pas dire quelle naïveté coupable, voire complice. Effectivement, avec autant de rigueur statistique, nous ne pouvons pas croire en la sincérité des méthodes de notation. C'est sans parler des sources vieilles et parfois de 10 ans pour Standard & Poor's. Le seul constat positif commun de ces rapports est celui du cadre institutionnel favorable. En d'autres termes, l'État et les autres collectivités seront de toute façon là pour perfuser Marseille. Sainte-Martine, pays encore pour nous, quitte à saigner à blanc le département pour tenter de sauver la métropole et pour maintenir Marseille hors de l'eau, au moins jusqu'en mars l'année prochaine. Nous voilà donc bien partis. Ce volet se confirme d'ailleurs bien à l'analyse de l'augmentation de 1,4% des recettes de fonctionnement. Il ne s'agit là que d'aides et d'autres subventions telles que les dotations de solidarité urbaine et de cohésion sociale qui augmentent de plusieurs millions depuis 2014 alors qu'elles baissent au niveau national. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. N'oublions pas que ces dotations sont accordées aux villes qui présentent de mauvais indicateurs sociaux. Comprendre donc que moins ça va, plus l'argent tombe. En d'autres termes, c'est parce que votre gestion n'arrive toujours pas à sortir la ville de l'ornière que les institutions viennent à votre secours. C'est en quelque sorte une prime à l'échec, et il n'y a pas de quoi en être fier. Concernant les dépenses, bien que soumises à 1,25% de la contractualisation, elles augmentent au prévisionnel de plus de 3%. Allons-nous, Monsieur l'adjoint aux finances, donc être sanctionnés financièrement comme le contrat le prévoit? Il est un point à relever à la page 16, une simple phrase. Le taux d'absentéisme est de 11,23%. Marseille est championne de l'absentéisme sans que cela ne pousse qui que ce soit à s'interroger sur ce phénomène. Pourquoi ce nouveau record national? Pourquoi un tel mal-être au travail à la ville de Marseille? Vous êtes-vous penché sur les conditions de travail et d'encadrement qui pourraient expliquer, en partie au moins, un tel phénomène? Peut-être que de prêter une oreille à l'ensemble des forces syndicales, et plus seulement à une seule, vous permettrait de répondre à cette situation qui pénalise les agents en souffrance, les finances de la ville et la qualité du service rendu aux habitants. Il est incontournable, bien sûr, de souligner les dépenses d'urgence, une de plus, pour l'habitat en péril à hauteur de 5 petits millions, alors que les 240 millions annoncés par le gouvernement n'apparaissent nulle part. Mais une promesse du gouvernement Macron-Philippe qui ne serait pas tenue n'étonnera finalement personne. Nous voilà arrivés au volet endettement, bête noire d'une ville asphyxiée qui camoufle sa situation derrière des chiffres plus ou moins arrangés. Qu'il est beau votre graphique des impacts financiers que votre interlocuteur privilégié qualifierait assurément de poudre de perlimpinpin. La capacité du désendettement, basée, je vous le rappelle, sur le rapport épargne-dette, est bonne, étant inférieure aux 12 ans préconisés. Du haut de ces 160 millions envisagés pour 2019, le stock d'épargne étant plus élevé que jamais, il permet à votre ratio de rester positif. Mais ne soyons pas dupes. Les annuités à 300 millions sont exorbitantes
la seule capacité de remboursement ne suffit pas à estimer la bonne santé financière de la ville. Si nous débattons aujourd'hui des orientations budgétaires pour 2019, non seulement rien ne nous empêche, mais tout doit nous alerter sur les échéances proches à venir. J'entends bien qu'après vous le déluge, mais les 150 millions à rembourser sur 3 ans, 70 millions en 2022 et 40 millions en 2023, 40 millions en 2024, constituent des bombes à retardement. Ajoutez à cela la disparition programmée du FPIC en 2020, la suppression de la taxe d'habitation et le ruineux PPP des écoles, et la situation financière et fiscale de la ville sera insupportable. Outre la santé financière, nous pourrions nous pencher également sur l'orientation démagogique que vous choisissez depuis plus de 20 ans de donner à votre politique. Marseille, terre d'asile. Marseille, la généreuse. Votre majorité se vante, ou pas, d'accueillir l'autre au nom de grands principes. Les principes, cela n'a pas de prix, mais cela a un coût, et il est exorbitant, et pas seulement sur le plan financier. Au-delà des discours d'autosatisfaction que nous avons entendus ce matin sur les chiffres du chômage, je voudrais rappeler que le taux marseillais reste supérieur à 3 points à la moyenne nationale. Et il en ressort une ville où le quart de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté, le quart de la population, et avec une insécurité et un développement du communautarisme islamique qui sont alarmants. Quant au trafic de drogue, quand le souhait du président Macron d'inclure les recettes générées par ce trafic dans le PIB sera officiellement acté, nul doute que Marseille rejoindra, statistiquement parlant, le peloton de tête des villes les plus riches de France. Concernant les écoles, en dehors du flou total dans lequel nous laisse la situation politico-judiciaire du PPP et l'aberration, la provocation de la gestion de Sodexo, qui marge jusque dans les assiettes des enfants, il est important de relever que nous sommes dotés du plus grand nombre d'écoles situées en réseau d'éducation prioritaire. Là encore, pas de quoi être fier de cette médaille, puisqu'elle nous en coûte la bonne application du plan de dédoublement des classes. Vous soulignez également que plus d'un tiers des enfants scolarisés bénéficient de tarifs sociaux. Le curseur n'est pas à placer sur le critère de sélection, mais bien sur la quantité éligible. Et quelle ne fut pas ma surprise en découvrant votre politique extérieure qui veut donner des leçons de francophonie à travers le monde, quand dans les écoles au pied de chez nous, on sait à peine lire et écrire. La francophonie, monsieur le maire, c'est d'abord à Marseille qu'il faut la développer. Vos priorités ne sont pas les nôtres, c'est peu de le dire. D'ailleurs, comme vous le soulignez si justement, les Marseillais ont une forte attente en matière de sécurité, ce qui prouve que malgré le tintamarre d'autosatisfaction de votre adjointe dans ce domaine, la réalité subie par les Marseillais reste plus que jamais préoccupante. Allez-vous demander au préfet de police ou au commandant de gendarmerie de déployer autant de force et d'énergie dans nos cités inaccessibles aux lois de la République que Christophe Castaner ne l'a fait à l'encontre des Gilets jaunes? Allez-vous recruter des brigades visibles et efficaces sur l'ensemble du territoire, des 16 arrondissements que compte la commune? La seule petite ligne consentie à ce sujet en quasi-dernière position de votre exposé ne nous laisse présager rien de bien volontariste en ce sens. Mettre en avant que Marseille possède le plus grand nombre de policiers municipaux de France est une escroquerie, quand on sait que cela représente un agent pour 2000 habitants sur un territoire très vaste, contre 6 agents pour 1000 habitants à Nice, sur un territoire 3 fois plus petit. Allez-vous lutter enfin contre la délinquance ou seulement continuer de faire semblant de prévenir sans guérir? Marseille est une des villes les plus dangereuses de France et elle est dans les 100 villes les plus dangereuses du monde. Concernant les chiffres de fréquentation touristique, certes en évolution pour notre observation interne, mais loin d'être à la hauteur sur les comparaisons externes. Nous sommes derrière Bordeaux, alors que nous avons pourtant des atouts géographiques et naturels bien meilleurs. Et ne parlons pas de Lyon, la raclée est quasi aussi douloureuse que celle que nous subissons sur les terrains de ballon. Vous savez pourquoi les chiffres sont mauvais, monsieur le maire? Parce que l'on a peur de Marseille. Vous pouvez injecter tous les millions que vous voudrez dans la culture, un musée, un opéra et autres vitrines, cela n'aura aucune sorte d'efficacité tant que Marseille souffrira de cette réalité, à savoir une ville sale, peu, voire pas sûre, et championne de France quand ce n'est pas d'Europe, des embouteillages, de la pollution et de l'endettement, victime d'une immigration de peuplement. Notre travail d'élu local n'est pas seulement de rassurer le touriste,
mais d'abord de permettre à celles et ceux qui vivent toute l'année dans cette ville d'y vivre bien, de s'y sentir bien, dans les transports, dans les écoles, dans les gymnases, dans les piscines, dans les lieux dédiés à la culture. Ils deviendront dès lors les meilleurs tour opérateurs du monde. Mais au contraire, si l'on en croit le quotidien local, la Provence, quotidien au-dessus de tout soupçon, ces Marseillais sont de plus en plus nombreux à quitter la ville, leur ville dans laquelle ils sont nés. Une fuite masquée par les naissances, surtout dans les quartiers nord, où le grand remplacement comme solde de tout compte. Bien vivre est une réalité, mieux vivre ensemble, comme nous le retrouvons à plusieurs reprises comme une véritable obsession dans votre rapport, est un leurre, un cache-misère. D'abord sur la santé publique, je vous invite à aller sur le site de la CMU pour constater que l'intégralité des traitements médicaux est prise en charge par l'État quand vous êtes étranger en situation irrégulière en France, pendant que plus de 25% de nos assurés sociaux déclarent avoir déjà renoncé à des soins. Alors je vous pose la question, où est le vivre ensemble dans ce cas? Et je parle bien de publics étrangers en situation irrégulière, au même titre que vous, en page 41, qui relevait que ce sont, je cite, « surtout des publics migrants en augmentation constante qui mobilisent notre SAMU social municipal et qui coûtent au passage des centaines de milliers d'euros aux contribuables marseillais. » Alors à nouveau, je vous pose la question, quid du vivre ensemble quand il s'agit de nos compatriotes SDF ou de nos aînés qui ne mangent pas tous les jours, ne se soignent plus, ne se chauffent plus, faute de moyens? Il semblerait à ce sujet que l'un des collaborateurs des députés de La République En Marche, Madame Alexandra Louis et Saïda Hamada, ait sa petite explication à ce sujet en se demandant, je le cite, « Et si toute cette histoire de pouvoir d'achat n'était qu'un problème d'appétit désordonné de consommation ?» Je répète, et si toute cette histoire de pouvoir d'achat n'était qu'un problème d'appétit désordonné de consommation? Une interrogation, une provocation, une insulte faite à des millions de Français, soutenue, likée, comme on dit aujourd'hui, par la députée de la 3e circonscription. Il y a vraiment quelque chose de pourri dans la Macronie qui, ici aussi, fait des petits. Alors, pour conclure ce 5e débat de votre 4e mandature, Monsieur le maire, je vous demanderai, sans oser l'espérer, de bien vouloir nous entendre et de diriger vos orientations budgétaires vers les besoins réels et quotidiens des Marseillais et de mener une politique forte en faveur de la sécurité, de notre identité, pour le développement économique, avec des investissements qui ne soient pas ceux liés en vérité au remboursement d'emprunts, mais qui servent avant tout non seulement à répondre aux besoins immédiats des Marseillais, mais aussi à préparer l'avenir de la 2e ville de France.